You can't honestly believe that I'm from the tribe of Judah and once hid out in ancient Egypt, which is in northern Africa. All 12 tribes look the exact opposite of me, but yet the masses are still dancing around in Wonderland. Une tête de lion qui aurait été retravaillée pour être transformée en tête de pharaon? Peu importe. La question est, à quoi ressemble la tête du sphinx? Avec un logiciel de reconstitution de visage 3D, voici le visage du sphinx reconstitué correctement pour la première fois. Sans commentaire. Puisqu'ils étaient noirs, il est logique de faire une sculpture à leur image. Comme un peintre qui peint son dieu à son image, les Égyptiens ont fait le sphinx à leur image. On imagine mal des Égyptiens blancs réaliser une sculpture de leur dieu ou de leur roi avec un profil nègre. Vous avez entendu le mot nègre. Il est injuste de vous montrer une recette sans vous présenter les véritables cuisiniers de ces monuments. Regardez toutes ces sculptures. Vous remarquerez une chose, elles ont toutes les nez cassés. Si on observe les statues et les fresques, la ressemblance est frappante. Le nez, les grosses lèvres. En effet, beaucoup de statues ont le nez cassé parce qu'ils avaient, comme on dit, un nez de nègre. Hérodote dit que les Colches étaient une colonie des Égyptiens parce qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Livre 2 Euterpe. Les Colches étaient une colonie africaine qui a migré pour s'installer vers la mer Noire. Aristote parlera aussi des Égyptiens en les décrivant comme excessivement noirs. Ceux qui sont excessivement noirs sont quoi? Ce sont les Égyptiens et les Éthiopiens. Les Grecs utilisaient 4 mots pour dire noir: sombre, brun ou ténébreux. Kéléinos, Eremnos, Aiton et Mélas. Mélas est le noir physique le plus total. C'est la racine de ce mot qui forme le mot mélanine. Mélas, mélanine. La mélanine est le pigment qui colore la peau en noir pour le protéger du soleil. Aristote dira précisément agon mélanès pour désigner les Égyptiens et les Éthiopiens, ce qui veut dire excessivement noir en grec. Zézostrys III, dite Sénoucerte en égyptien, détient le record pour le nombre de sculptures à son effigie. Des dizaines. Presque toutes ces sculptures ont le nez cassé. Mais quelques-uns ont échappé à l'inquisition raciale. Le professeur sénégalais Diop a demandé au musée de Caire de faire 3 prélèvements d'1 mm² sur des momies de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmosis III, exposées au musée de Caire. Une fois les prélèvements analysés, ils révéleront le taux de la mélanine. Plus le taux de la mélanine est élevé, plus la peau est noire. Que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude aux momies royales de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmosis III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'1 mm², 1 mm² de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres investigations... Le musée n'a toujours pas répondu depuis 35 ans. Les Égyptiens s'appelaient les Kémites et l'Égypte s'appelait Kémet, le pays du noir. Non, ce n'est pas la couleur noire du limon, du Nil qui est évoquée, comme certains archéologues le prétendent, mais bien la couleur de la peau de la population qui vivait là.
Quand on parle du pays des Blancs, on ne fait pas allusion à la couleur de la neige des Alpes. Finissons avec le rumeur si Howard Carter a falsifié le masque d'or de Toutankhamon et reproduit des faux reliques. Observez le masque de Toutankhamon et le visage de cette Africaine. Je vois mal Carter, l'Européen, réaliser ce masque typé africain. Il est midi, la température est au taquet, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 45-46 degrés. Il n'y a absolument pas d'ombre, vu que c'est une carrière et qu'il n'y a aucun bâtiment et qu'on ne peut absolument pas s'abriter. Autant vous dire que je ne veux pas rester ici 3h30. Bon, donc là il commence à faire un peu chaud. On se trouve derrière la pyramide de Mykérinos. Je commence à comprendre pourquoi Femi est pas venu. En Égypte, pendant les mois d'été, période pendant laquelle les pyramides étaient construites, les températures atteignaient 45 degrés et plus. Sous ce soleil écrasant, aucune autre race humaine ne pouvait survivre torse nu plus de 4 jours sans subir des brûlures graves de la peau. La seule race capable de résister pendant des jours et des mois, sans problème et sans crème solaire, c'est la race nègre à la peau noire. Je fais de la peinture artistique et je n'ai jamais eu de préférence pour telle ou telle couleur. Un peintre aime toutes ces couleurs. Mais on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient. What to do? What are the anthropologists and archaeologists going to do in dealing with this information? And that is what I believe, what sponsored, maybe consciously in some cases, unconsciously in other cases, what we could call the cover-up. The cover-up of the accomplishments of black people. Chancellor Williams wrote a book called The Destruction of Black Civilization. And in this book he outlined 7 points as to why he feels that there was a cover-up. Ignore. Just refuse to publish any facts of African history that don't go along with our racial theories. We need to create a religious and a scientific doctrine so that African slavery won't appear that bad after all. What we need to do is flood the world with new African histories that contain our European perspectives only. Start renaming people and places. Replace African names with Arabic and European names. This will disguise their true black identity. Let's change the criteria for defining race. For example, 1 drop of Negro blood in America makes you a Negro, no matter how light the skin. Yes, and when reporting ancient African history, reverse the standard. No matter how dark the skin, woolly the hair, or thick the lips, you don't have to be a Negro. When black contribution to civilization is too obvious, let's find a way to attribute it to outside white influences. When all the ancient historians contradict your theory, we'll just discredit them. Kembo Kembo na Tatanzambia etwa Mazulu. Au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc, selon le Koma de Bankaka, notamment le livre de Ésaïe, qui est Isaïa, Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, c'est confirmé. Et c'est répété et confirmé dans le livre de Zipania, que vous appelez Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà du fleuve du Jourdain, du Rhin, du Mekong, mais du Mississippi. Dieu dit que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche. Les plus vieilles Bibles datant de la fin du IVe siècle, notamment la Vulgate, confirme cela en disant que mon peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche. Pas l'Éthiopie, parce que c'est précisé bien couche. Couche, c'est l'ancienne Nubie. Donc nous sommes de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Nous ne sommes pas dans le continent asiatique, nord-américain ou bien européen, nous sommes en Afrique ici. C'est ce que Dieu dit au chapitre
3, Sophonie 3, à partir du verset 8, il dit que c'est pour son retour, il rassemblera son peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ok? Donc c'est ce que dit le Dieu tout-puissant et vivant. Maintenant, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention. Vous avez vu au début de la vidéo les témoins oculaires. Les témoins oculaires qui ont confirmé que quoi? D'abord, des faits scientifiques en ce qui concerne le sphinx, que le sphinx était négroïde. Ça, c'est les scientifiques qui ont fait leurs recherches avec les moyens modernes, technologiques de la 3D, tout ça comme ça, pour identifier la race du sphinx. Et ils ont dit que ce n'est pas possible que les Égyptiens représentent une représentation autre que de leur race. Et puis, il y a eu l'intervention des témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est celui qui a vu. Ceux qui connaissent les investigations dans le domaine de la police ou dans le domaine judiciaire, un témoin oculaire, c'est celui qui a vu les faits et qui donne un témoignage. Donc, en l'occurrence, on a fait intervenir 2 témoins oculaires qui sont d'origine édomite grecque. Le premier témoin édomite grec qui a intervenu dans cette vidéo, que vous venez de voir au début, c'est ce qu'on appelle Hérodote. Donc, les faits datent 426 avant Jésus, donc avant la naissance de Jésus-Christ. Que dit Hérodote en ce qui concerne la race des Égyptiens? Il dit ceci que les Égyptiens, je ne vais pas tout lire, il dit qu'ils sont noirs et ils ont des cheveux quoi? Crépus. Donc ils sont noirs et ils ont des cheveux crépus. Donc preuve sans équivoque. Donc ça c'est un témoin oculaire qui témoigne de la négritude des anciens Égyptiens. Un deuxième témoin oculaire qui est intervenu, parce qu'il faut dire toujours 2 personnes. Il y a eu d'autres témoins oculaires, on ne va pas les citer tous. Donc il y a eu ce qu'on appelle Aristote dans son livre Métaphysique. Toujours 340 avant J.C. Donc toujours avant la naissance de le personnage que vous appelez Jésus-Christ. Donc, il dit ceci que les Égyptiens sont excessivement noirs. Donc, cet adverbe est très important. L'adverbe excessivement noir. Donc, ils ne sont pas seulement noirs, mais ils sont excessivement noirs. Non seulement les Égyptiens, il dit aussi les Éthiopiens, Aethiopas, qui est un mot qui veut dire juste face brûlée. Notamment, il faisait référence ici aux Soudanais, c'est-à-dire les Couchites. Donc, on voit que ce qu'on nous dit dans la Bible, qui s'appelle, comment on appelle, les Kamites, sont excessivement noirs. Maintenant, la question qui se pose, maintenant qu'on a vu cela, nous avons ici une image. À gauche, vous avez un bantou de type congoïde, un congolais, bantou. Et à droite, vous avez celui qu'on appelle un édomite de type européen. Maintenant, aujourd'hui, on va vous dire, votre pasteur du dimanche, que ce soit votre... qui que ce soit, va vous dire que les voisins des Égyptiens, qui sont les Israélites, ressemblaient au personnage qui est à droite, édomite, européen. Vous allez demander votre pasteur, il va vous dire que voilà, les anciens Israélites n'étaient pas comme celui de gauche, mais il était comme celui de droite. Ils étaient comme celui de droite. Votre pasteur du dimanche vous le dira. Votre historien, que ce soit un historien kamite, que ce soit un historien européen, édomite, que ce soit un historien asiatique, qui que ce soit, ils vous diront la même chose.
Mais revenons sur les faits. Nous, ce qu'on va faire, on va se baser sur des faits. Sur des faits bibliques. Ce que dit la Bible et ce que ne dit pas la Bible. Donc, observez attentivement cette photo. Vous avez deux personnages. À gauche, on va examiner d'abord qu'est-ce que dit Dieu à propos du personnage de gauche. Je vous rappelle qu'il est congolais de type bantou. Voilà. Il n'y a pas que les Congolais qui sont bantous, il y a d'autres, des Camerounais qui sont bantous, il y a des Gabonais qui sont bantous, des ethnies qui sont au Gabon, mais pas tous. Parce qu'il y a des Africains aussi qui sont au milieu d'eux, qui ne sont pas bantous, au-delà du fleuve de Couche. En ce qui concerne le monsieur de gauche, le com a dit que il est dispersé au-delà du fleuve de Couche et Dieu l'appelle mon peuple dispersé. Le com a dit que je vous rassemblerai, je vous ramènerai. Et il dit encore, je ramènerai vos captifs. Donc celui de gauche, non seulement il est dispersé au-delà du fleuve de Couche, comme lui-même le Dieu suprême dit qu'il est. Deuxième chose, Dieu dit que il va rassembler ce peuple, il va le ramener. Où est-ce qu'il va le ramener? C'est la question qui se pose. Si on le ramène, c'est qu'il a perdu quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mais une chose importante que n'a pas celui de droite. Celui de droite, lui, il est au-delà des fleuves du Jourdain. Mais celui de gauche, Dieu dit qu'il va ramener ses captifs. Donc il a des frères qui sont allés en captivité. Et le coma le confirme dans plusieurs versions, plusieurs parties du coma. Il a des frères qui sont en captivité. Mais celui de droite, il n'est pas dispersé au-delà du fleuve de Couche. Il ne peut pas être rassemblé parce qu'il est déjà dans son pays, il est déjà là-bas. N'est-ce pas? Et puis il n'a pas de captifs. Il n'a aucun frère ou sœur qui sont allés en esclavage. Captif, ça veut dire esclave. Il n'a pas de frères qui sont en esclavage. Maintenant, on va examiner en fonction du coma. Est-ce que les Égyptiens qui étaient les voisins, est-ce que les voisins des Égyptiens ressemblaient aux Égyptiens? Selon la Bible, que dit géographiquement l'Égypte et Israël antique. Voici ce que dit Dieu suprême en ce qui concerne son peuple géographiquement. On va Ézéchiel chapitre 16, verset 26. Il dit ceci, Dieu dit ceci, son peuple, en ce qui concerne son peuple, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au cœur vigoureux, tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Donc Dieu parle de son peuple là. Okay? Il parle d'Israël, son peuple. Il reproche à son peuple une prostitution spirituelle avec des Égyptiens qui sont leurs voisins. Ceux qui connaissent le passage d'Ézéchiel chapitre 16, ils connaissent ça. Donc voilà. Son peuple est comparé à une femme prostituée, qui se prostitue avec plusieurs peuples spirituellement. Ok, il parle de son peuple. Donc il dit que son peuple a pour voisins les Égyptiens. Maintenant qu'on a cette référence, on va essayer de comprendre à quoi ressemblaient les voisins de l'Égypte et les anciens Égyptiens. Les anciens Israélites qui étaient des voisins, je vous rappelle, les voisins des Égyptiens. Bon, voilà. Maintenant, on va prendre première écriture. On va commencer par les apocryphes. Les apocryphes, ça veut dire apocrypha, ça veut dire des textes cachés, des écrits cachés. Je ne sais pas pourquoi on les a cachés, on vous les a expliqués dans les vidéos précédentes. Donc, vous prenez lire la Bible, hein, vous connaissez ce site .net, lirelabible.net, lire.la-bible.net.
Vous trouverez sur Google, vous tapez seulement lire-la-bible.net, vous trouverez sur Google et vous tomberez sur cette page. Vous sélectionnez les versions, vous sélectionnez la version traduction écuménique de la Bible 2010, ok? Et puis vous descendez ici, à votre gauche, vous trouverez les apocryphes. Vous venez dans 2 Esdras. 2 Esdras. Donc vous prenez 2 Esdras chapitre 7 et on va prendre verset 125. Esdras existe dans vos Bibles, hein? Notamment le livre d'Esdras. Ok? Donc vous allez prendre 2 Esdras chapitre 7, vous allez au verset 125. 125. 125. Ça, c'est Esdras qui parle à l'ange qui est en face de lui, Uriel. Il parle à l'ange, il lui pose la question. Ok, regardez bien, c'est en rouge. Il dit ceci. Donc, on va lire 2 Esdras chapitre 7, verset 25. On dit ceci que à quoi sert que le visage de ceux qui auront pratiqué l'abstinence doivent briller plus que les étoiles? Donc, il se réfère à Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il se réfère à cette phrase de Daniel chapitre 12. Ok? Donc, à quoi sert que le visage de ceux qui auront pratiqué l'abstinence doivent briller plus que les étoiles si, écoutez entendu, si notre visage est plus noir que les ténèbres. Plus noir que les ténèbres. Donc, il se réfère à leur visage. Lui et son peuple. Leur visage est plus noir que les ténèbres. Leur visage est plus noir que les ténèbres. Donc, ça c'est Esdras qui dit de lui et de son peuple que leur visage est plus noir que les ténèbres. À quoi sert-il que leur visage brille plus que les étoiles? Donc, il se réfère à son peuple comme un peuple noir. Ça, c'est un premier point que vous devez retenir. C'est écrit dans vos Bibles, notamment le livre écuménique de la Bible. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous allez prendre Actes des Apôtres, chapitre 13. Prenez vos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 13. Donc, vous prenez Nouvelle Bible français courant. Nouvelle Bible français courant, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1. On dit ceci. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Écoutez d'abord, des prophètes, des enseignants. On va citer leurs noms. Barnabas, Siméon nommé qui? Surnommé qui? Surnommé qui? Le noir. Le noir. Le noir. Le noir. On n'a pas dit l'asiatique ou le blanc. On a dit le noir. Ça, c'est un premier point. Je vous rappelle que le nom de Siméon est un nom juif. Ce n'est pas un nom camite ou égyptien, c'est un nom juif, Siméon. Ok? Il y a même une tribu qui porte le nom de Siméon dans vos Bibles. Là, il est surnommé le Noir. Ok? Le Noir. Ça, c'est un deuxième point. Ils étaient voisins avec les Égyptiens et on voit que Esdras les considère qu'ils sont noirs. Ils sont noirs, excessivement noirs. Ok? Donc, à quoi sert-il que notre visage brille comme les étoiles alors que nous sommes noirs? En un mot, c'est ce qu'il a dit.
Ok? Maintenant, enfin, les enseignants, les prophètes se faisaient appeler des Noirs, en l'occurrence Siméon, qui se fait surnommer le Noir. Donc nous avons déjà 2 points. Donc en ce qui concerne cette image, nous voyons que le perdant est plutôt celui de droite. Déjà perdant, celui de gauche, le Bantou est gagnant. Sur ces 2 points. Maintenant, on va voir maintenant d'autres points pour identifier à quoi ressemblaient les peuples qu'on appelle les Israélites sémites. Réalisé vers 2500 avant JC. Oh, mais c'est très vieux ça. C'est très vieux le Sphinx, 2500 avant JC. Donc on peut voir, c'est la période des patriarches là. C'est depuis la période des patriarches, c'est très très vieux. C'est depuis la période d'Abraham, tout ça comme ça, des Yankaba. Donc on voit, c'est très vieux. Vous voyez un peu, c'est vieux, ça date, voilà quoi. Donc on estime que les patriarches auraient vécu entre, selon les scientifiques, les archéologues, nous sommes dans cette période-là. Si je vois la chronologie que j'ai ici, donc les patriarches, on estime leur existence notamment entre 2100 et 2000 avant JC. Donc ici, c'est plus vieux, 2500 avant JC, vous voyez, c'est plus vieux que même les patriarches, vous vous imaginez. Donc voilà quoi. Et puis, on voit que ceux qui ont dessiné le Sphinx là, qui ont voyagé avec Napoléon, notamment Dominique Vivant Denon, il a fait une représentation du Sphinx avant qu'on casse le nez. Vous voyez ici, on a cassé le nez du Sphinx. Ok, on a cassé son nez par des jaloux, quoi. Des leucodermes jaloux qui ont cassé son nez, tout ça comme ça, pour qu'on n'identifie pas que, voilà quoi, qu'on n'identifie pas qu'il était noir avant. Donc, ce personnage qu'on appelle Dominique Vivant Denon, il a fait une représentation du Sphinx avant qu'on casse son visage, qu'on le déforme. Donc, on voit que c'est le type négroïde. Vous regardez les lèvres. Regardez les lèvres, les yeux. C'est vraiment c'est son dessin. Hein. Regardez à quoi ressemblait le Sphinx. C'est Camille, ça. Il ressemble à un Béninois ou un Nigérian, comme ça. De type ouest-africain. Voilà, on voit que c'est vraiment des anciens Égyptiens. Donc, voilà quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec l'européen. Vous n'allez pas confondre ce monsieur, ce visage-là, un visage européen, à moins que vous soyez juste de mauvaise foi, mes frères et sœurs. Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes juste... Voilà quoi. Il n'a rien à voir avec le type européen, ce monsieur-là. Hein? Regardez, il n'est pas européen. Ça, c'est le Sphinx avant qu'on casse son nez et ses lèvres. Voilà quoi. Donc, vous voyez, c'est le type africain. Et Volney, ce Volney-là, il a aussi dit des choses en ce qui concerne le Sphinx. Donc, voilà ce que Volney dit. Voilà, l'Égypte nègre. Regarde, il témoigna notamment de l'africanité des Égyptiens anciens. Donc, il témoigna de l'africanité des Égyptiens anciens. Ok, en décrivant le Sphinx, il lui attribua des traits et une tête caractérisée de nègre. Ça, c'est pas Yann Tsiba qui le dit. Pour lui, les Égyptiens étaient des Noirs. Volney là, voilà quoi. Donc, vous pouvez lire leur histoire sur Wikipédia. Volney, quoi. Constantin français, je sais pas, Comte Volney. Vous pouvez voir chez vous. Nous, ils nous intéressent pas. Tous ces Édomites qui donnent leur témoignage, on s'en fout. On connaît déjà la vérité. Le Tout-Puissant nous a déjà dit la vérité. Donc, leurs témoignages qui disent la vérité ou pas, nous, on s'en fout d'eux. Ok? Voilà quoi. Donc, on fait cela juste pour convaincre les chrétiens du dimanche qui sortent du mensonge que Édom nous a donné. Voilà, on essaie juste de convaincre nos frères qui sont encore esclaves du christianisme édomite, en train d'idolâtrer des images de l'oppresseur, quoi. Voilà, quoi. On essaie juste de convaincre, voilà. Donc, vous avez
des documents que vous pouvez aller lire chez vous si vous aimez lire les histoires abracadabra des Édomites. Ok, voilà quoi. Donc nous on perd pas le temps à dire ainsi parle Édom, ça nous intéresse pas. Ok mes frères et sœurs. Donc voilà quoi. On va continuer la vidéo. Beluka à tous nos frères et sœurs qui enseignent le coma en anglais. Voilà quoi. Nos frères qui enseignent en anglais. Beluka à vous tous, hein, vous tous qu'il a en prie pour vous tous. Tous nos frères qui enseignent en anglais comme en français. Ok, soyez bénis partout où vous êtes. Donc voilà quoi, on continue le combat contre le mensonge. On continue le combat. Donc on voit que, comme on vient de vous le dire, mes frères et sœurs, maintenant les anciens Égyptiens étaient-ils, les Sémites étaient-ils comme des Kamites? C'est ce qu'on va voir. On ne peut pas confondre deux races différentes. On peut que confondre des races qui se ressemblent. Donc, premièrement, on va commencer par Genèse, des témoins oculaires de la Bible, comment ils voyaient les anciens sémites jacobins. Je parle bien des anciens sémites jacobins. On va lire les témoins oculaires, ceux qui les ont vus. On va voir le témoignage des témoins oculaires de la Bible, comment ils décrivaient les anciens sémites jacobins, c'est-à-dire de la tribu sémite de Jacob, ce que l'on appelle Yankaba. Comment eux, les témoins oculaires bibliques, décrivaient les anciens sémites jacobins des 12 tribus d'Israël antique. Comment ils les décrivaient? On va voir cela. Donc, premièrement, on va commencer par le livre de Genèse. On va commencer au commencement. Genèse chapitre, vous prenez vos Bibles, allez dans Genèse. Genèse chapitre 50, allez au verset 11. On va voir les témoins oculaires. Ok? Comment ils décrivaient les anciens sémites jacobins. Premier témoin oculaire, on va voir que c'est des Cananéens. Des Cananéens qui sont des Kamites. Prenez note, hein, comment décrivaient-ils les Sémites jacobins, les 12 tribus d'Israël, comment les Cananéens les voyaient avec leurs yeux et comment ils les décrivaient. C'est ici l'intelligence, mes frères et sœurs, et la sagesse. Prenez note et dites cela à vos pasteurs. Hein? Ne mangez pas tous les mensonges que prêchent vos pasteurs, écoutez attentivement ce que vous disent le coma. Donc nous sommes ici les habitants, Genèse chapitre 10 verset 11, que dit le coma. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil. Donc nous sommes en face des témoins oculaires du deuil de qui? De la mort de Yankaba. Donc on va enterrer Yankaba. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi ils ont donné le nom de Abel Mizraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. Verset 12. C'est ainsi que les fils de Yankaba exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et ils l'enterrèrent dans la cave du champ de Macépéla. Hein? Macépéla. Cabana fut acheté à Ephron le Héthien comme propriété sépulcrale qui est vis-à-vis de Mamré. Donc, est-ce que vous avez compris ce qui se passe ici? Les Cananéens furent témoins de ce deuil. Ils dirent que voici un grand deuil parmi les Égyptiens. Donc pour eux, les 12 tribus d'Israël qu'il allait enterrer leur père dans le pays de Canaan, les Cananéens qui sont dans le pays de Canaan dirent que mais ça c'est un deuil parmi les Égyptiens. Donc ils confondent, ils prennent les enfants d'Israël pour des Égyptiens. Je vous rappelle que les Égyptiens sont quoi? De type négroïde. Ici, les Cananéens disent que c'est un deuil parmi les Égyptiens. Mais ce n'étaient pas les Égyptiens qui étaient là-bas. C'était
les 12 tribus d'Israël qui allaient enterrer leur père dans le pays de Canaan. Là. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais ces Cananéens-là, pour eux, ceux qui viennent enterrer, ce ne sont pas des Sémites. Jacobins, pour eux, c'est des Égyptiens. Ils disent que ça, c'est des Égyptiens, c'est pas. Ils les confondent pour des Égyptiens. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pour eux, c'est pas des Égyptiens, les 12 tribus-là. Ils disent que c'est un deuil, pas pour les Jacobins, les Sémites. Pour eux, les Sémites et les Égyptiens se ressemblent. Donc, ils prennent les enfants d'Israël pour des Égyptiens. Et pourtant, ce n'étaient pas des Égyptiens. Voilà que des gens qui viennent enterrer leur père dans le pays voisin de l'Égypte, qui est le pays de Canaan, les autochtones qui sont là-bas dans le pays de Canaan, les Cananéens qui sont là-bas, qui regardent ces gens qui viennent enterrer, les 12 tribus qui viennent enterrer leur père Jacob, ils disent que c'est un grand deuil pour les Égyptiens. Parmi les Égyptiens, c'est un grand deuil parmi les Égyptiens. Donc, ils qualifient ces gens-là des Égyptiens. Ces Sémites jacobins, ils les qualifient des Égyptiens. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que veut dire la Bible? Ça, c'est un premier point. Donc, vous voyez, pour ces peuples témoins oculaires-là, les Égyptiens, comme les Sémites, jacobins, étaient tous des nègres, des noirs. Étaient tous des noirs. Pour eux, les témoins oculaires. Là. Ça, c'est un premier point. On va voir deuxième témoin oculaire. Toujours dans vos Bibles. On va aller, deuxième témoin oculaire. On va prendre Exode chapitre 2. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Vous êtes prêts là? Vous prenez Exode chapitre 2. Ama, mes frères et sœurs. Vous allez dans Exode chapitre 2, on va commencer à partir du verset 18 à 19. Exode chapitre 2, on va 18. Non, on va commencer à partir du verset 16 jusqu'à 19. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Donc le sacrificateur de Madian. Donc souvenez-vous, Madian était... Le sacrificateur de Madian, Madian est issu de la deuxième femme Ketura de Abraham, hein, de Aban. Ok? Donc ils sont issus de la lignée d'Abraham, de la deuxième femme d'Abraham après la mort de Sarah. Abraham avait pris une deuxième femme, ils ont eu des enfants et les Madians là sont issus de cette lignée. Donc ils sont des Sémites tous. Des Sémites, n'est-ce pas? Écoutez bien, c'est des Sémites, des Madians. Donc le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Verset 17. Les bergers arrivèrent et chassèrent. Alors, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Donc, les bergers qui arrivent et chassent ces filles-là. Alors, Massa, que vous connaissez comme Moïse, se leva, prit leur défense. Donc, Massa va défendre ces filles de Madian. C'est 7 filles-là qui sont en train de puiser de l'eau pour abreuver leur bétail. Donc, Massa, Moïse va prendre leur défense. Ok? Et fit boire leur troupeau. Il fit boire leur troupeau. Verset 18.
quand elles furent de retour auprès de Ruel leur père, donc ces filles-là furent de retour auprès de Ruel leur père, leur père dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Ces 7 filles-là répondirent, verset 19, répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et fait boire le troupeau. Point. Donc ces filles-là, au lieu de dire qu'un sémite nous a aidés, mais ils appellent Moïse un Égyptien. Souvenez-vous, on vient de voir, avant la naissance de Jésus-Christ, c'est moi les témoins oculaires, datant de 430-440 avant JC, qui confirment que les anciens Égyptiens étaient de type négroïde, c'était des Noirs. Et le Sphinx qui date de 2500 ans avant Jésus-Christ, avant même la naissance des patriarches. Au début de la vidéo, les scientifiques vous confirment que, selon les Sphinx, les anciens Égyptiens étaient de type négroïde. Et beaucoup plus tard encore, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les témoignages oculaires de Dominique Vivant Denon, qui a dessiné le Sphinx, qui a vu le Sphinx avant qu'on défigure le Sphinx par des racistes. Le Sphinx était de type quoi? Négroïde, noir. Il n'était pas le seul. Dominique Vivant n'était pas le seul à décrire que le Sphinx était noir. Volney a aussi décrit que le Sphinx était noir. Là, nous sommes quand? Quand est-ce que nous sommes là? Nous sommes au XVIIIe siècle. Du XVIIIe au XIXe siècle. Ces Édomites-là ont confirmé cela. Ils ont vu le Sphinx avant qu'on défigure le Sphinx, comme vous pouvez voir sur l'écran. Ça a été défiguré. Ils confirment que le Sphinx était de type noir. Mes frères et sœurs, soyez intelligents. Ne vous laissez pas berner par des émotions. Nous ne sommes pas ici pour faire ce qu'on appelle le panafricanisme idiot. Nous sommes en train de juste vous révéler la vérité. Ceux qui aiment la vérité proclameront la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité proclameront le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Yokala chapitre 8, verset 44. Mais le père de la vérité, c'est le Tout-Puissant éternel, créateur des cieux et de la terre. Mes frères et sœurs, cela ne vous dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, en lisant cela, nous venons de lire Exode chapitre 2, versets 16 à 18, 16 à 19, Exode chapitre 2, versets 16 à 19. Lisez cela tranquillement chez vous. Mettez cela en tête que les Égyptiens étaient noirs. Et que les Sémites de Madian, qui sont des Sémites en leur temps, qui sont des Sémites issus de la lignée de qui? D'Abraham, de la deuxième femme d'Abraham, Ketura. Ils regardent la lignée
de la première femme d'Abraham, Sarah. Cette lignée-là va les aider, qui est issue de la lignée bénie de Jacob. Ils vont voir celui qu'on appelle Moïse. Moïse qui est le père de la Torah. Ce qu'on appelle le Pentateuque, qui est l'un des grands prophètes du coma. Parce que la loi est venue avec quoi? Moïse, avec Massa. Vous vous souvenez de la transfiguration qui est apparue devant celui que vous appelez Jésus-Christ? N'est-ce pas Élie et Moïse? Mais ce Moïse-là, que la Bible parle, que le Coran appelle Moussa, ce Moïse-là était de quelle race? C'est de quelle race, mes frères et sœurs? Demandez-le à vos pasteurs du dimanche là. Si les Égyptiens étaient noirs, pourquoi la lignée de Madian, d'Abraham, appelle Moïse un noir? Qu'est-ce qu'ils sont allés dire à leur père? Un Égyptien nous a aidés. Ils n'ont pas dit qu'un sémite jacobin de la lignée nous a aidés. Non, ils n'ont pas dit ça à un sémite, ou un syrien, ou un assyrien, ou un... Ils ont dit un Égyptien nous a aidés. Un Égyptien. Donc un noir nous a aidés. Mes bien-aimés frères, mettez-vous sous... Mettez-vous un peu ça dans vos têtes. Mettez-vous ça dans vos têtes. Ce que l'on peut comprendre, hein, que eux, ils étaient noirs, et que Moïse était aussi noir, mais il avait les habits des Égyptiens. Mais comme les Noirs regardent un autre Noir, en regardant comment il était habillé, ils n'ont pas dit que un Madian de notre tribu, qui appartient à notre tribu, mais ils l'ont appelé un Égyptien. Un Égyptien. Donc Moïse avait certainement des habits des Égyptiens. Il n'avait pas les habits des Madianais, bien qu'il soit noir comme les Madianais, mais on l'appelle Égyptien parce qu'il était un noir qui ressemblait à d'autres aux Égyptiens. Mes frères et sœurs, quoi? Vous croyez vraiment que... Regardez cette photo. Regardez cette photo. Qui est-ce qui était là devant Moïse? Devant ces Madianais-là? Celui de gauche ou de droite? Réfléchissez un petit peu dans vos cerveaux. Franchement, mes frères, vous êtes en train de dormir. Oh! Comment l'Afrique est tombée si bas? Comment un peuple aussi intelligent est tombé si bas, qui ne réfléchit même plus? Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Regardez ce que disait Volney en ce qui concerne les Noirs. Il dit ceci. Il dit ceci, je vais lire pas tout. Hein. Il dit que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui comme esclaves, est l'objet de nos mépris. Celle-là même que nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. Jusqu'à l'usage de la parole. Donc cette race que nous devons nos arts,
nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole, qui sont devenus des esclaves. Il dit que nous devons à cette race la science, nos arts, jusqu'à l'usage de la parole. Imaginez-vous que cette race aujourd'hui est en train d'adorer leur oppresseur. Leur oppresseur. Ils sont en train d'adorer leur oppresseur. Ils sont en train de chanter dans des églises avec des noms abracadabra. Cette race-là, qui était israélite bantou, regardez comment ils sont devenus. Vous êtes tombés si bas au point de ne plus réfléchir vous-même. Réfléchissez un petit peu, franchement. Essayez de réfléchir, mes frères et sœurs. Réfléchissez un petit peu. On appelle votre Moïse égyptien. Mettez ça dans votre tête, franchement. On dit que les Égyptiens étaient des Noirs. Il y a eu des témoins oculaires qui ont vécu avant la naissance même de Jésus-Christ. Avant même la naissance de Sphinx, avant la naissance des patriarches, que les Égyptiens étaient noirs, et qu'on qualifie Moïse d'un Égyptien. Ça veut dire quoi? Que Moïse était blanc. Vous croyez ça dans votre tête? Soit vous êtes un idiot endurci, soit vous êtes juste un débile. Soit vous êtes juste un débile, sans cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Soit vous continuez avec votre christianisme édomite idiot, soit vous essayez de réfléchir un petit peu dans votre cerveau. Dans votre cerveau, vous réfléchissez un petit peu. Mais réfléchissez un petit peu. Réfléchissez un petit peu. On ne vous demande pas beaucoup, mais un petit peu. On est en train d'appeler, c'est-à-dire la lignée d'Abraham, de la deuxième femme d'Abraham, les Madions, issus d'Abraham, qui regardent quelqu'un qui vient les aider. Celui qui vient les aider est de la lignée de Jacob, de la première femme d'Abraham. C'est la descendance de la première femme d'Abraham, issue d'Isaac, Iseka, ici de Yankaba, de Jacob. Moïse, dont on parle Moïse, est issu de cette lignée-là. Donc, la lignée de la deuxième femme d'Abraham, qui regarde un homme qui vient les aider, qui est issu de la première femme d'Abraham, d'un noir, d'un Égyptien, alors que les Égyptiens étaient des nègres. Mais réfléchissez un petit peu dans votre cerveau, quand même. Mais comme on ne va pas perdre des années pour vous aider à comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes un idiot endurci. Un idiot endurci, je ne sais pas. Soit vous êtes, je ne sais pas. Même un enfant de 5 ans va comprendre. Mais réfléchissez un petit peu avec votre Jésus blanc aux yeux bleus, efféminé, tout ça comme ça. Mais jetez ces portraits, brûlez-les. C'est du mensonge. On vous a menti, on vous a trompé. L'homme édomite vous a menti pour que vous l'adorez. Et il y a des ajouts. Dans le coma, on va vous démontrer ça. C'est pas possible. Donc nous sommes en train de voir, nous avons vu Moïse, mes frères et sœurs, qui a été pris pour un Égyptien. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller voir plus. On va aller dans votre Nouveau Testament. On va aller entre l'an 50 et l'an 100 après JC. Ok? Les écrits datent de cette période-là, les écrits du Nouveau Testament, entre l'an 100 et l'an
50 après JC. On va aller voir à quoi ressemblaient les apôtres. On a déjà vu Siméon se faisait appeler, surnommé le Noir. Alors, les gens vont dire chapitre 21, mes frères et sœurs. On va commencer à partir du verset 36. Actes des apôtres, chapitre 21. Vous êtes prêts là? Ok. Actes des apôtres, chapitre 21. À partir du verset, pour voir le contexte, hein. Actes des apôtres, chapitre 35, et on va finir au verset 39. Donc, Actes des apôtres, suivez attentivement. Actes des apôtres 21, 35. Voilà, à partir du verset 35, mes frères et sœurs. Donc, on va voir Paul, à quoi ressemblait Paul, de quelle race était-il. La Bible vous dit tout, il suffit d'avoir un peu de bina. Ok, mes frères et sœurs. Actes des apôtres, chapitre 35. Actes des apôtres, chapitre 21. On commence à partir du verset 35 pour voir le contexte. Hein. C'est toujours important le contexte. Il faut comprendre le contexte. Ok? Donc, on dit ceci. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Donc, la foule voulait s'en prendre à Paul. Hein. Okay? Vous pouvez lire le contexte, c'est ça. 36. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir ». Donc, il fallait, donc le peuple criait là, il voulait faire mourir Paul. Donc, il faut savoir que Paul est le personnage central du Nouveau Testament après Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui a beaucoup écrit. Hein. Il a beaucoup écrit des épîtres que vous connaissez. Hein. Beaucoup d'épîtres il a écrit. Donc, il était un personnage important dans le christianisme édomite. Donc, ce Paul-là, on va essayer de connaître à quoi il ressemblait. Donc, nous sommes au verset 36, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir, fais mourir Paul ». Verset 37. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun. C'est quoi un tribun? Wikipédia nous dit quoi? Un tribun. Le tribun militaire est un officier supérieur qui sert dans la légion romaine, sous Rome antique. Donc c'est un militaire, un officier supérieur militaire romain, quoi. Donc ce tribun romain, voilà quoi. Donc nous avons affaire à un édomite sûrement romain, et puis voilà quoi. Un édomite romain qui est un militaire de haut rang. Donc on va voir, on revient encore ici. Donc on a vu que c'est quoi un tribun? C'est un militaire, un officier romain. Ok, donc on revient dans Actes des Apôtres, chapitre 37. Donc on dit que au moment d'être introduit dans la forteresse, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc on dit au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, c'est-à-dire à l'officier supérieur romain, m'est-il permis de dire quelque chose? L'officier supérieur romain, le tribun, répondit. Tu sais le grec. Donc il est surpris de voir que ce monsieur parle le grec. On va comprendre pourquoi il est surpris de voir que ce monsieur parle le grec. Parce que le grec, c'était les langues intellectuelles en leur temps, hein, à cause de la bibliothèque d'Alexandrie qui est en Égypte, et que le grec était beaucoup parlé dans les milieux intellectuels. Hein. On lui pose la question, tu sais les Grecs? Verset 38. Le tribun romain dit que tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, qui a emmené dans le désert 1000 brigands. Il lui pose la question. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Donc, il a déjà des préjugés. On voit que ce militaire édomite romain a des préjugés sur Paul. Premièrement, il lui pose la question. Parce que ceux qui vivent dans les pays édomites, ils savent que les policiers, que ce soit les policiers édomites, ont des préjugés sur les Noirs. Hein, ou des étrangers, quoi. Que ce soit des Noirs, que ce soit d'autres étrangers, notamment ceux qui vivent en Europe, des Maghrébins ou des
dès qu'il voit qu'il demande des papiers, quoi, il les suspecte déjà, quoi. Donc cet esprit a existé sur ce temps-là. Donc on a pris Paul pour un Égyptien. Premièrement, il s'étonne que ce monsieur, dans sa tête, on voit qu'il a déjà la pensée que tu n'es donc pas cet Égyptien. Le verset 38 nous dit déjà que dans sa pensée de ce tribun romain, il a déjà dans la pensée que ce monsieur c'est un nègre, c'est un Égyptien noir. Et il est surpris qu'il parle la langue des intellectuels grecs. Il est surpris qu'il parle le koiné. En l'occurrence, ce grec-là, c'est le koiné ancien, c'est l'ancien grec. Il est surpris de voir que ce monsieur, qui est un noir, qui parle aussi bien le grec. Donc on voit qu'ils étaient en train de dialoguer en grec. Il est surpris. Et il dit que tu n'es donc pas cet Égyptien. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Écoutez la réponse de Paul. Je suis Yaoundé. Parce que le mot ici, c'est pas juif, hein, c'est Yaoundé. Reprit Paul de Tars, en Cilicie, citoyen de ville qui n'est pas sans importance. Promets-moi, je te prie, de parler au peuple. Donc, vous voyez que et puis le verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Le tribun le lui ayant permis, Paul debout sur le degré fit un signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant quoi? En langue hébraïque. Donc il va utiliser l'hébreu pour parler à ce peuple. Donc ce peuple qui voulait le lapider, qui voulait le faire de mal, était quoi? Des sémites, comme lui. N'est-ce pas? Il les parle en hébreu, à cette foule-là qui voulait s'en prendre à lui. Donc, qu'est-ce que nous comprenons ici? Première chose, Paul est identifié à un Égyptien, alors que lui, il dit que je ne suis pas un Égyptien, je suis un Juif. Première chose, le soldat romain l'appelle Égyptien. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a appris? Que les anciens Égyptiens, avant la naissance de Jésus-Christ, étaient considérés comme des Noirs. Donc après la naissance de Jésus-Christ, ils étaient considérés comme des Noirs aussi. N'est-ce pas? Puisque Volney a confirmé cela. Volney, et puis d'autres témoins oculaires qu'on vient de voir du XVIIIe siècle. Ok? Il y a d'autres qui ont confirmé cela, on n'a pas le temps de donner tous les noms. Édomites. Ok? On a des noms, Vivant des noms qui a confirmé, Volney a confirmé cela. Et avant eux, il y a eu des témoins oculaires grecs qui ont confirmé cela qu'on vient de voir au début de la vidéo. Donc, ici, sachant que les Égyptiens étaient quoi? De type négroïde, c'était des Noirs. Le soldat romain, un officier supérieur, donc il avait un peu de culture, il était romain, il avait beaucoup de culture, c'était un officier supérieur à un tribun. Donc il avait à sa charge beaucoup de soldats, n'est-ce pas, à sa charge. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque dans Actes des Apôtres? On remarque que le tribun est surpris de voir que Paul parle grec et il dit que ne serais-tu pas cet Égyptien, cet Africain, ce nègre, ce noir, ok, qui s'est révolté? Donc il le prend pour un brigand africain, égyptien, noir, négroïde. Et Paul se justifie, dit que non, je ne suis pas égyptien, je suis juif. Qu'est-ce qu'on comprend ici, mes frères et sœurs? Si vous avez un peu le bina, j'appelle à votre sagesse et votre intelligence. Les Cananéens confondent les 12 tribus d'Israël à des Égyptiens, des Noirs. Les filles de Madian, qui étaient 7 filles, donc on ne peut pas croire en un témoin, mais on a vu 7 filles de la lignée d'Abraham, de la deuxième femme d'Abraham, Ketura, qui sont les Madianites. Ils confondent Moïse, ok, Moïse, qui est de la lignée de la première femme d'Abraham, issue de Isaac, Jacob,
ces Madianites-là, qui sont des Sémites, confondent, ils prennent Moïse à un Égyptien. Ils appellent Moïse un Égyptien, un noir négroïde. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, on voit que Paul, qui lui-même dit qu'il est issu de la tribu de qui? De Benjamin. N'oubliez pas que Paul de vos Bibles dit ceci dans Romains chapitre 11, verset 1. Il dit que il est israélite de la sémence d'Abraham, de la sémence d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Benyamin. Les seuls peuples à avoir 12 tribus au monde, c'est les peuples au-delà des fleuves de Couche, selon vos cartographes édomites. Là, nous avons Paul, qui a été pris pour un Égyptien. Pour les Romains, c'était un noir comme les Égyptiens. Et Paul les a répondu, je ne suis pas Égyptien, je suis un Yaoundé, un Juif. Et ici, il dit que il est de la sémence, selon King James 1611. Dans d'autres versions, on dit de la descendance d'Abraham. Or, Abraham a vécu, selon les archéologues qui calculent, c'est vers en l'an 2000 ans avant JC. Or, le Sphinx qui date avant la naissance d'Abraham, 2500 avant JC, vous voyez un peu, 2500 avant JC, déjà le Sphinx était considéré comme noir, donc les Égyptiens. Donc on voit que les Égyptiens étaient noirs hier, avant et aujourd'hui, ils sont noirs, mais en Afrique de l'Ouest. Donc Abraham était noir, comme Paul. Il était comme un Égyptien. C'est ça la vérité. C'est pas moi qui le dis. Paul lui-même dit de sa propre bouche qu'il est israélite de la tribu de Benjamin. Je vous rappelle que Benjamin a été confondu parce qu'il fait partie des 12 tribus. Les Cananéens les ont appelés des Égyptiens, des Noirs. Et Paul là, voici qu'un Édomite italien, romain, qui qualifie Paul d'un Égyptien, d'un noir négroïde. Comme vous venez de le voir au début de la vidéo. Maintenant, conclusion. Qu'est-ce qu'on va dire, mes frères et sœurs? Qu'en est-il de votre Jésus? Était-il comme Paul? Était-il comme Moïse? Ou était-il édomite? Comme nos frères sont en train de prier les statues édomites. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie.